À peine élu à la présidence des États-Unis pour son premier mandat, Donald Trump avait bien cerné le talon d'Achille de l'armée américaine. We have to start winning wars again. Everybody used to say we never lost a war. And now we never win a war. 9 ans plus tard, rien n'a changé. Censée être courte, la guerre en Iran dure déjà depuis plus de 5 mois. Depuis la Seconde Guerre mondiale, bien des guerres américaines se sont embourbées. Vietnam, Afghanistan, Somalie ou encore Irak. The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done. La suite, tout le monde la connaît. L'Irak sombre dans le chaos et devient un bourbier pour les États-Unis. Le dernier soldat américain quittera le pays 8 ans après le discours triomphant de George W. Bush, président américain de l'époque. Face à ces enlisements à répétition, certains se posent désormais une question. Pourquoi les Américains ne savent plus gagner leur guerre? C'est le cas de cet expert en stratégie militaire et vétéran du Vietnam. Whenever we started a war, or whenever we used military force for the wrong reasons, we failed. We're going to democratize the greater Middle East. We're going to revolutionize Afghanistan. When you have these aspirations that are impossible to achieve, you can't win. À l'abri de la guerre sur son propre sol, pourquoi la première puissance militaire mondiale s'enlise-t-elle dans des opérations sans fin à l'extérieur? S'agit-il de défaites politiques ou militaires? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Alexandra Schwarzbord. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe à la rédaction de Libération. Votre livre Les Pins de Reshmaïa est paru cette année aux éditions Artaud. Selon vous, les Américains croient qu'il suffit d'envoyer des bombardiers. Or, une guerre se gagne avec une intelligence tactique des alliés et des buts bien précis. Sinon, dites-vous, on se retrouve pris dans un bourbier comme au Vietnam, Afghanistan, Irak et aujourd'hui en Iran. À vos côtés, Didier Gros, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, vous êtes spécialiste de la politique de défense américaine et ancien attaché militaire à Washington. Selon vous, l'armée américaine est conçue pour affronter un adversaire qui agit comme elle, avec les mêmes normes, les mêmes procédés, le même cadre légal. Mais face à un ennemi asymétrique comme talibans afghans ou milices somaliennes, le conflit vire facilement à la catastrophe. Et puis, Jérôme Viala-Godefroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en civilisation américaine, professeur à Sciences Po Paris. Votre livre Les mots de Trump est paru chez Dalloz. Selon vous, le Vietnam constitue l'échec fondateur de l'Amérique contemporaine. Depuis, les interventions américaines reproduisent souvent les mêmes erreurs. Une supériorité militaire incontestable, mais une incapacité à préparer l'après-guerre et construire un ordre politique stable. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Paul, et le chiffre du jour. 1150 milliards de dollars. C'est le budget record prévu pour la défense aux États-Unis l'année prochaine. Plus 20% en 2 ans, budget militaire multiplié par 3 par rapport à la Chine, fois 5 par rapport à la Russie. Des chiffres vertigineux, vous l'entendez, justifiés notamment, et on va en parler, par la guerre en Iran. Pour vous donner un ordre d'idée, il s'agit de l'équivalent de la richesse produite sur tout un pays, en Pologne notamment, sur 1 an. Peut-être Didier Gros pour commencer, malgré cette force de frappe, au moins la force de frappe des chiffres, pourquoi les États-Unis ne parviennent pas à engranger de victoires? Est-ce qu'il y a une malédiction américaine? Je ne crois pas qu'il y ait une malédiction du tout. Je crois tout simplement qu'il faut faire le distinguo entre la puissance d'une part et la force militaire d'autre part. Une force militaire, elle est conçue, elle est organisée, elle a un emploi prévu, essentiellement conventionnel, pour le cas des États-Unis, comme c'est le cas chez nous. Elle peut s'adapter, elle l'a fait d'ailleurs par le passé, elle l'a fait malgré tout en Irak, en Afghanistan. Mais fondamentalement, la guerre, c'est un moyen au service d'une politique, donc au service d'une grande stratégie, d'une stratégie. Donc, in fine, c'est le politique, le responsable. Et in fine, c'est la vision stratégique que l'on a ou que l'on n'a pas, ou que l'on définit bien ou mal, qui mène éventuellement à l'échec. Et je ne parlerai pas de défaite, parce que la plupart du temps, les armées américaines ne sont pas défaites sur le terrain. Tactiquement, opérationnellement parlant, loin s'en faut. D'ailleurs, elles sont impressionnantes. Mais elles s'enlisent. Malheureusement, elles peuvent s'enliser parce que les objectifs politiques qu'on leur assigne sont trop souvent
pas toujours, mais trop souvent, inatteignable. J'ai envie à la Godefroy, même chose. Là, on parle de militaire ou de politique, ou alors les deux sont intimement liés. C'est le problème, c'est cette différence entre des victoires tactiques et puis des objectifs stratégiques. Et c'est vraiment ça qui est essentiel. Et le problème, c'est que la puissance est utilisée comme une politique finalement en affaires étrangères. Oui. Et c'est pas du tout comme ça que ça devrait fonctionner. Oui. Ça devrait être en soutien en fait d'une stratégie qui devrait être claire. Et notamment avec Donald Trump, il y avait non seulement pas de stratégie, mais des objectifs qui étaient quand même assez multiples et pas clairs par rapport à l'Iran. Alexandra Schwarzwald, vous parlez de défaites militaires ou de défaites politiques, quand on voit ce qui se passe par exemple en Iran avec cet enlisement dont parlait Didier Gros? Là, je pense qu'on peut dire les deux, mais en général, sans aucun problème. C'est le dire, oui. Oui, vraiment. Et je pense que le cas de Trump est quand même très important, parce que là, on est quand même dans un cas atypique. Il y a eu, jusqu'à Trump, c'était en effet des guerres qui étaient lancées, qui étaient perdues, mais c'était presque tout un pays, l'armée, le militaire et le politique étaient plus ou moins d'accord. Là, on est quand même sur un cas atypique, avec un type qui ne connaît pas le sujet. Il a lui-même jamais fait, il n'a pas fait son service militaire. Il ne sait pas ce que c'est. Il est entouré de gens qui ne savent pas non plus, qui ne connaissent rien au sujet. Pete Hegseth, son secrétaire d'État à la guerre, ça a été rebaptisé défense, c'est passé à la guerre, c'est un signe déjà. C'est un fou furieux, un concentré de testostérone qui ne pense qu'à aller parle même de croisade, semer le bien. Oui, c'est ça, il rêve de croisade. Et là, dans le cas qui nous occupe, je pense qu'il s'est passé un événement très important dans la tête de Trump, c'est le Venezuela. Le Venezuela... l'enlèvement de Nicolas Maduro, donc début janvier. Voilà, l'enlèvement de Nicolas Maduro en quelques heures. Ça s'est fait en quelques heures, avec 0 mort côté américain, je crois quelques morts vénézuéliens et cubains peut-être. Et donc, si vous voulez, là, en un claquement de doigts, il a fait tomber un régime. Et là, Trump, dans son espèce de folie narcissique, s'est dit... je peux faire ça n'importe où. Et sans avoir du tout la connaissance, sans imaginer que le Moyen-Orient, ça n'avait rien à voir avec le Venezuela. Il y a tout de même une chose qui marque aujourd'hui Didier Gros, c'est quand on regarde la première guerre du Golfe, on est en 1990-91, les États-Unis partent en guerre avec une coalition de 34 pays. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, il n'y a plus de coalition. Ça veut dire que sans alliés, aujourd'hui, il est difficile tout de même aujourd'hui de vaincre aussi et de gagner. Il est généralement préférable d'avoir des alliés, c'est certain. Et d'ailleurs, les Américains et les militaires américains en sont parfaitement conscients. Donc là, on est dans une situation très particulière, c'est vrai. Mais le cas que vous citez est très intéressant sur la première guerre du Golfe, parce que c'est presque un contre-exemple de ce qu'on est en train de décrire. Il y a eu là une opération, une guerre classique, conventionnelle en fait, armée contre armée, où les forces américaines, parce que c'était principalement les forces américaines, il faut bien le reconnaître, les forces américaines ont anéanti l'armée irakienne. Et donc les buts ont été parfaitement atteints, y compris d'ailleurs le but politique, qui était de dire, voilà, le conflit cesse, les choses rentrent dans l'ordre. Alors, elles sont rentrées dans l'ordre pour quelque temps, pas éternellement, mais on a un contre-exemple intéressant. Donc ça veut dire que lorsqu'on a des forces américaines qui sont engagées avec des objectifs militaires véritablement, d'essence militaire, pour atteindre un objectif stratégique qui ne vise pas au nation building, qui ne vise pas des aspirations de transformation de pays entiers, etc., on peut y parvenir. Voilà, la situation en Iran est encore un cas particulier, parce qu'il y a une grande stratégie, mais il manque l'échelon entre la grande stratégie, on y reviendra sans doute, et le niveau tactique. Alors, on le voit aussi, on va voir l'échelon avec vous financier, parce qu'il est toujours important, notamment aussi quand on parle des États-Unis. Et c'est vrai que les États-Unis, Julia, ont été pionniers dans l'utilisation d'une arme, c'est les drones, en fait, aussi très sophistiqués pendant des guerres récentes. Mais aujourd'hui, les États-Unis veulent tout simplement produire des modèles low cost comme ceux utilisés en Ukraine. Oui, souvenez-vous, en 2022, le chef d'Al-Qaïda, al-Zawahiri, considéré comme le cerveau du 11 septembre, est tué en Afghanistan par un drone de combat appelé le Reaper, utilisé par les États-Unis dans la guerre contre les talibans. Il fait partie de ces familles de drones très sophistiquées, mais aussi trop cher pour Washington qui, aujourd'hui, veut réduire la facture, faire la guerre, d'accord, mais avec des drones low cost. Par exemple, au début de la guerre en Iran, en mars, ils ont utilisé pour la première fois le drone Lucas, produit en grande quantité et à bas coût, et qui est une réplique, en fait, des fameux drones iraniens Shahed. Pour rattraper son retard dans cette guerre des drones, le Pentagone a décidé aujourd'hui d'investir avec le programme Drone Dominance, lancé par le secrétaire à la guerre Pete Hegseth à la fin de l'année dernière. Les États-Unis adoptent la stratégie de la production de masse inspirée de la guerre en Ukraine. Résultat,
1 milliard de dollars pour acquérir des centaines de milliers de petits drones d'attaque low cost d'ici l'année prochaine. Et puis pour vous donner une idée, un drone low cost Lucas, donc utilisé récemment, coûte environ 35 000 dollars l'unité contre 30 millions pour un Reaper. La différence quand même est notable. Dans la stratégie américaine, Jérôme Viala-Godefroy, on voit que maintenant le prix des armes a une importance. Oui, le prix des armes a une importance parce que, en fait, on est dans un gros changement par rapport notamment aux guerres précédentes, surtout à l'époque du Vietnam, c'est qu'il faut qu'il y ait un coût humain minimal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de troupes au sol. Et donc c'est cette idée aussi des Américains, notamment depuis la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, que la technologie va pouvoir régler tout et donner une victoire. Le problème, c'est que très souvent, il faut quand même des hommes sur le terrain, et ça, c'est quelque chose que la population américaine n'est pas prête à sacrifier. Le sacrifice du sang, c'est quelque chose qui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Et il y a en même temps une sorte de sacralisation des troupes, notamment quand Pete Hegseth demande de l'argent, il le dit, voilà, si vous ne donnez pas, c'est que vous trahissez les troupes. En fait. Alexandre Strasbourg. Cette histoire de drone est absolument passionnante parce que c'est vraiment un tournant. Et ça reboucle avec ce que vous disiez sur les budgets militaires, parce qu'on voit que finalement toutes les grandes puissances sont en train de dépenser des fortunes dans le développement d'armes nouvelles, et on voit, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers temps, que dans les deux grands conflits qui nous occupent depuis plusieurs mois, la guerre en Ukraine et la guerre en Iran, ce sont les drones qui ont fait la différence, jusqu'au point que Vladimir Zelensky a été accueilli comme un sauveur, je crois que c'est aux Émirats Arabes Unis, qui lui demandait de les aider à développer les drones. Donc on voit que finalement, et donc on revient sur notre sujet, la surpuissance militaire, en l'occurrence, que ce soit celle des États-Unis ou de la Russie, n'est pas parvenue face à des armes aussi peu coûteuses et aussi peu technologiques que les drones, même s'ils sont appelés à devenir de plus en plus technologiques, finalement, ça ne marche pas. Alors, on va revenir dans un instant, mais on va parler justement de cette doctrine aussi d'homme au sol. Notre archive du jour, qui va nous ramener en 1993. On est en Somalie. Les États-Unis lancent alors l'opération Restore Hope pour mettre fin à la guerre civile sur place. L'affaire se terminera en drame pour les boys, et c'est comme un air de déjà-vu. Cette image diffusée par CNN renvoie l'Amérique vers ses cauchemars du passé. Ce pilote américain a été capturé lors d'un raid contre les forts du chef de guerre Aidid. Son avion a été abattu, il est blessé et ses ravisseurs le pressent de questions. Que pensez-vous de cette opération ? Je suis un soldat, je fais ce qu'on me dit, répond le pilote. Près d'un avion abattu par un missile solaire, le corps d'un autre pilote américain traîné par une foule déchaînée. Les casques bleus américains avaient lancé il y a 2 jours une opération d'envergure contre les lieutenants d'Aidid. De nombreuses victimes parmi les Somaliens, mais aussi 24 arrestations, dont 3 proches collaborateurs d'Aidid. Ces affrontements les plus graves depuis 4 mois ont causé la mort d'au moins 13 casques bleus, dont 12 Américains. 7 Rangers portés disparus seraient otages des hommes d'Aidid. Et d'ailleurs, les États-Unis n'ont jamais vraiment quitté la Somalie, puisqu'ils continuent de bombarder régulièrement les rebelles, notamment les rebelles islamistes. Didier Gros, est-ce qu'on peut dire qu'il y a là encore un bourbier, et que finalement ces bourbiers, ces impasses militaires, les États-Unis ont tendance, avec l'exemple somalien, à les multiplier? Je ne sais pas que c'est forcément tendance à les multiplier. Ce que je veux dire, par exemple, si on prend le cas de la Somalie, cas emblématique, très clairement, on est là, on utilise des forces militaires sous mandat ONU, un mandat relativement fragile, des forces militaires pour aller mener des opérations, et face à un ennemi qui comprend d'emblée qu'il n'a aucune chance en affrontant frontalement cette force militaire, et donc il va livrer un combat asymétrique. Et ce combat asymétrique, c'est combattre au sein de la population. Et c'est le grand changement de paradigme que l'on voit depuis des décennies. Infiltrer la population. Être dans la population et donc empêcher finalement la force armée largement supérieure de pouvoir faire son effet, puisque, sauf à éradiquer la population, ce que les Américains n'ont pas fait, vous n'avez aucune chance de pouvoir l'emporter. Et en fait, on est là entre une inadéquation totale entre les moyens militaires et les objectifs classiques des moyens militaires et les aspirations politiques. Mais ce changement de paradigme, en fait, remonte à l'ère du Vietnam, à post-Deuxième Guerre mondiale. On est passé d'une longue période historique de guerre conventionnelle classique, d'affrontement d'État à d'État, armée à armée. C'est l'épopée napoléonienne jusqu'aux guerres mondiales, bien sûr. Et aujourd'hui, franchement, depuis quelques décennies, la période contemporaine, sous l'influence de l'Occident, un Occident qui veut pousser son modèle politique au reste du monde, eh bien, on s'est embarqué dans des aventures
périlleuses souvent, dans des aventures pour aller changer des modèles de société, des modèles étatiques, et demander aux forces armées de jouer le premier rôle dans ce domaine-là. Ce pourquoi elles ne sont pas conçues. Jérôme Viala-Godefroy, il y a une spécificité américaine tout de même, c'est que les Américains n'ont jamais été véritablement attaqués. Alors, à l'exception bien sûr de Pearl Harbor et de l'attaque du 11 septembre, mais c'est à part. Mais il n'y a jamais, les Américains mènent toujours des guerres à l'extérieur en fait. Oui, tout à fait. Alors, et ça, c'est quelque chose d'important parce que on voit cette réalité-là, mais dans le récit qui est donné notamment par les présidents, il y a toujours cette idée d'une menace existentielle. Alors pendant la guerre froide, c'était évidemment l'Union soviétique, mais il y a eu alors le 11 septembre qui était une véritable attaque, mais finalement même pendant la guerre du Golfe, Saddam Hussein était comparé à un véritable Hitler. Ouais. Voilà, donc on avait cette menace quand même existentielle pour le monde, et l'Amérique se voyait aussi comme elle projetait ses propres valeurs, hein, c'est ce qu'elle fait, cet aspect messianique dont on parlait un petit peu plus tôt, et le fait de se battre pour la liberté du monde. Et on a quelque chose de très différent avec Donald Trump, qui ne fait plus des guerres pour la liberté pour le monde, ni même pour la liberté des États-Unis, mais qui fait des guerres pour démontrer la puissance. Sa puissance à lui comme la puissance fantasmée ou pas des États-Unis. Alexandra Schwarzbod, par rapport à tout ce qu'on se dit là, est-ce que dans la population, le retour de cercueils de soldats morts, de soldats américains morts, a une influence et une importance qui peut guider, influencer la décision politique? Bien sûr, ça c'est certain. Et d'ailleurs, c'est ce qui effraie le plus les autorités américaines, c'est de voir trop de cercueils revenir sur le sol américain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la guerre du Vietnam, où vraiment là les cercueils malheureusement revenaient à très 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 nombreux, et ça a vraiment miné la société américaine. Là, il y a des morts, et chaque mort est en trop, mais c'est pas tellement ça, c'est pas tellement par ce biais-là que les Américains se sentent concernés par cette guerre, c'est plus par leur pouvoir d'achat, parce qu'ils voient, eux, surtout, que le carburant et le prix du pétrole grimpe, flambe, l'inflation flambe, alors que Donald Trump, en arrivant, leur avait dit qu'il allait calmer tout ça, et c'est en ça qu'ils se sentent concernés. Ils se sentent concernés, bien sûr, par chaque cercueil qui revient, mais le pouvoir d'achat, la hausse des prix du carburant, c'est ça qui les touche au premier chef, et c'est ça qui inquiète le plus Donald Trump dans la perspective des élections de mi-mandat. Un mot, Didier Gros, justement, on en parlait tout à l'heure sur cette doctrine zéro mort qui avait été établie par Bill Clinton. Clairement, alors la question peut être un peu brutale, mais est-ce qu'on peut dire qu'on va gagner une guerre sans que des soldats meurent? Non, mais je pense je pense d'ailleurs que les Américains en sont revenus aussi. Vous pensez, oui. En fait, c'est quelque chose qui était très présent. Je l'ai étudié à l'école de guerre. C'est à l'époque, les années 90-2000, zéro guerre, parce que le prisme technologiste américain, est vraiment, comme ça a été dit, est vraiment présent. Il l'est toujours d'ailleurs, ce qui explique des dépenses somptuaires en matière de défense qu'ils essaient de corriger par ailleurs. Mais ils en sont revenus. Néanmoins, évidemment, l'objectif américain, c'est de livrer un combat, comme ils disent, unfair. C'est-à-dire être toujours en position de supériorité. Systématique. Donc, tout cela, c'est valable quand vous êtes face à un ennemi symétrique ou dissymétrique. Par contre, ça n'est plus valable du tout lorsque vous êtes face à un ennemi asymétrique. Asymétrique, par exemple, les talibans afghans ou les milices somaliennes. Absolument. Mais, pour revenir un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait vrai. Depuis une vingtaine d'années maintenant, non peut-être pas, depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a une lassitude, ce que les Américains appellent la fatigue, une lassitude de la population américaine. Mais ça, l'administration Trump en est consciente, et c'est aussi le piège dans lequel elle est aujourd'hui. Bien sûr. On parlait du conflit asymétrique. Il y a aussi dans l'esprit de beaucoup d'Américains la possibilité d'un conflit avec la Chine. C'est en tout cas l'ombre qui plane au-dessus des relations entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui. La guerre est seulement commerciale. La question qui se pose est de savoir si un conflit armé pourrait éclater dans les prochains mois entre les deux pays. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio semble jusqu'à maintenant repousser l'échéance. I can't speak 20 or 30 years from now. I can say that our position is we don't support any change to the current status quo that exists there right now. We would be against any sort of compelled or coerced change in status. That point was made very clear in our meetings with the Chinese. So again, it's part of that delicate balancing act. Because look, any conflict between the U.S. and China, be it economic or be it military, God forbid, would be catastrophic for both countries and for the world. On entend Marco Rubio dire 20 à 30 ans pour l'échéance. Jérôme Viala-Godefroy, est-ce que ce conflit-là, États-Unis-Chine, il est réalisable, évitable et possible peut-être avant ?
Alors le problème, c'est, je suis pas spécialiste autant que Didier Gros, mais c'est d'avoir des conflits sur plusieurs terrains en même temps, ouais. Et notamment ce qu'on voit là déjà par rapport à l'Iran, c'est des problèmes de réapprovisionnement des missiles patriotes par exemple, des missiles de défense, et là c'est une des grosses questions qui se posent aux États-Unis, qu'on voit chez certains spécialistes, mais aussi dans les médias, de savoir comment à l'heure actuelle les États-Unis pourraient effectivement entrer dans un conflit même plus conventionnel. Parce que c'est encore dans cette idée dont on parlait plus tôt, de cette hubris un peu, de cette idée d'hyperpuissance, et que finalement on peut tout faire. Et là, les limites de la production même des missiles, par exemple, et des antimissiles, oui, c'est ça. Au cœur. Alors Paul le disait, pour l'instant, cette guerre n'est que commerciale pour l'instant à l'extérieur, mais il est vrai que quand on voit ce qui se passe à Taïwan, c'est là, aujourd'hui par exemple à Taïwan, c'est la journée de défense, c'est là où les Taïwanais s'entraînent pour éventuellement une invasion chinoise. Les États-Unis ont toujours dit qu'ils viendraient en aide à Taïwan, donc ça veut dire qu'il y aurait forcément un affrontement à ce moment-là entre les deux plus grandes armées du monde. C'est quelque chose aujourd'hui qui est dans la tête de tout le monde? Oui et non. D'abord, avec Trump, on ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer. On ne peut pas savoir. Et par ailleurs, je pense que la Chine n'envisage pas d'attaque militaire prochainement. C'est beaucoup plus subtil que ça de sa part. C'est-à-dire qu'elle est en train de déstabiliser Taïwan par des fake news, par des opérations de déstabilisation. Elle aussi, elle mène des exercices militaires dans la région pour faire peur, pour montrer qu'elle est capable d'étouffer l'île. Et donc, je ne suis pas sûre que la Chine aurait intérêt à attaquer tout de suite. La Chine, là, est dans une position hyper confortable. Elle voit les États-Unis en train de se décrédibiliser sur la scène internationale, en train de perdre leur crédibilité militaire. Vraiment, ils auraient tort d'intervenir tout de suite. Là, ils sont au spectacle, ils regardent. Ils étudient ce qui se passe. Ils étudient ce qui se passe, et donc ils voient les failles, les faiblesses et les forces des uns et des autres. Et donc, franchement, ils n'ont aucun intérêt à intervenir tout de suite. Didier Gros, je vais juste vous demander une réponse rapide. Aujourd'hui, s'il devait malheureusement y avoir tout de même cette confrontation, ce que nous ne souhaitons pas, mais aujourd'hui, au vu de ce qu'on a dit là depuis tout à l'heure, et au vu de ce qui se passe en Iran aujourd'hui, est-ce que l'Amérique est capable de faire face et de gagner face à la Chine? Alors, on ne peut jamais dire qu'on est capable de gagner face à la Chine, mais ce dont je suis certain, pour avoir étudié le sujet très récemment, c'est que les États-Unis et les forces armées américaines, notamment présentes dans l'Indo-Pacifique et ailleurs, ont aujourd'hui les moyens de faire face. Elles ont les moyens de remplir leur mission initiale, parce qu'il faut bien comprendre que malgré ce qui se passe en Iran et ailleurs, la priorité absolue pour les États-Unis en général et pour les forces armées américaines, ça reste la Chine. Donc les forces armées américaines ne vont pas perdre une partie de leurs moyens, ne vont pas consommer à outrance une partie de leurs moyens, au cas justement où un conflit éclate. Même si je suis convaincu également que ni d'un côté ni de l'autre aujourd'hui, on a envie de voir un conflit militaire, militaire éclater entre les deux puissances, parce que les mots du secrétaire d'État Rubio sont parfaitement clairs. Ouais. Je pense qu'il résume parfaitement la position de l'administration Trump et des administrations précédentes. Les enjeux sont absolument dramatiques, catastrophiques à terme. Et n'oublions pas qu'on a affaire à deux puissances nucléaires. Oui, c'est vrai. Ça change complètement la donne. Ah, en effet, oui, je vous le confirme. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus ce soir sur le plateau de 28 minutes pour débattre de ce sujet.